Un amour du repêchage. Ce qui est le fun avec le repêchage, c'est que quelques jours après, c'est le 1er juillet. 1er juillet, c'est quoi? C'est la date où, à partir de là, tout bouge dans la Ligue nationale. Mais ça commence même un petit peu plus tôt. Nicolas Cloutier, journaliste pour TVA Sport, salut. Tout se passe en ce moment. C'est ça, là. Tu vas venir nous faire un bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'aura pas à attendre jusqu'au 1er juillet pour avoir des réponses à bien des questions qu'on se posait. Quelques minutes avant qu'on entre en onde, en fait, tout s'est passé. Aaron Ekblad a signé une prolongation de contrat avec les Panthers. Mitch Marner a été échangé à Vegas contre Nicolas Roy. OK, ça, tu me l'apprends là, parce qu'on se parlait avant qu'on entre en onde. Là, fait que je vais faire des drôles de faces des fois quand tu vas me dire des affaires incroyables. Marner à Vegas pour 8 ans, 12 millions par année. Ça, c'est conclu. OK, mais attends une minute, parce que Marner, la rumeur, c'était qu'il allait signer un contrat de 2-3 ans pour bénéficier d'un meilleur contrat à la suite de l'augmentation. Alors, les gens qui vont dire hey, 12 millions par année, c'est substantiel, là. Attends, là, comme tu dis, il a laissé de l'argent sur la table parce qu'il aurait pu bénéficier de la hausse projetée du plafond salarial. Mais là, c'est pas tout. Je pense que le plus fou dans ce qui vient de se passer, c'est Brad Marchand. Ah. Brad Marchand, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un joueur, c'est une peste. C'est un joueur qui est un très bon joueur de hockey, mais je veux dire, il joue tellement physique qu'à l'âge où il est rendu, puis quoi, il est à 37 ans à peu près? 37. À 37 ans, généralement, tu ne donnes pas un très gros contrat à un joueur qui est allé dans les coins pendant toute sa carrière parce que les bobos, les gros bobos là, qui affectent notamment un Gallagher en ce moment, ça arrive à ce moment-là. Il a signé un contrat de combien, Marchand? 6 ans, donc il va l'amener jusqu'à ses 43 ans. C'est presque du jamais vu. Là. Je veux dire, de donner un contrat à un joueur de hockey jusqu'à 43 ans, ça veut dire qu'on veut conserver ses services parce qu'on sait qu'il a fait voulait tellement l'avoir et s'assurer de garder le noyau intact pour essayer d'aller chercher la troisième coupe de suite qu'on s'est dit, regarde, on va donner les années de trop puis on va vivre avec par la suite. Parce que, écoute, Rémi, s'il gagne la troisième coupe Stanley, ces années-là de trop au contrat, là, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment considérable? Non. T'as gagné. Ben oui, non, tout à fait, mais en fait, c'est une équipe, je pense, c'est un propriétaire d'équipe qui a de l'argent. Je pense pas que le problème qu'on se pose avec ce contrat-là, c'est à savoir si c'est une bonne idée de dépenser ce montant-là. C'est qu'à un moment donné, l'équipe, elle sera pas capable d'en gagner 4 de suite. Là. Je veux dire, on connaît le hockey. Là. 3, ça serait déjà un exploit. Fait que là, tu t'handicapes avec un joueur qui sera plus le même dans 6 ans. Mais ils ont gardé Bennett. Hein? Donc, je pense que la stratégie, c'est de garder l'équipe intacte. C'est exactement ça. Aussi, le fait est que quand tu es dans ta fenêtre, tu y vas ou tu y vas pas. Parce qu'après, quand ta fenêtre est terminée, tu vas le regretter en maudit de ne pas avoir tout fait, ce qui était possible pour ne pas aller chercher cette coupe-là. Après, quand c'est terminé, c'est terminé. Là. C'est correct. Tout est derrière, puis c'est fait, mais tu te dois, maintenant, dans la LNH moderne, là, avec le plafond salarial qui rend le milieu encore plus compétitif que jamais, d'y aller quand la fenêtre est entrouverte. Et c'est ça qu'on fait du côté des Panthers. Julien Brisebois a fait un peu dans ma affaire. Là. Il était très audacieux, a échangé pratiquement tous ses choix de premier tour sur une période de 2-3 ans pour gagner. C'est le même principe un peu. Quand tu as le noyau pour gagner, tu y vas et tu y penses pas 2 fois. C'est ce que les Pingouins avaient fait aussi, d'une certaine façon. Ils avaient gagné 2 agressivement, mais oui. Ils auraient pu échanger plus tôt Crosby ou Malkin. Puis là, Crosby pourrait s'en aller ailleurs. Puis sa valeur, c'est pas la même maintenant qu'il lui reste 1 an de contrat puis qu'on n'est pas certain s'il va vouloir rejouer encore. Il y a des équipes qui utilisent cette stratégie-là, mais qui allument un petit peu trop tard. Là, quand vient. Y a-t-il d'autres joueurs qui ont signé des contrats très importants en ce moment? On a fait le tour de l'essentiel, je te dis. OK, le Canadien. 1er juillet, c'est dans quelques heures. Le 1er juillet, qu'est-ce qui arrive? C'est les contrats qui viennent à échéance en 2025. C'est le 1er juillet qu'ils arrivent à échéance. Donc là, on peut ouvrir des négociations. On peut négocier avec des joueurs autonomes, avec ou sans restriction. Quels sont les besoins du Canadien de Montréal, là? Les besoins des Canadiens de Montréal, c'est un joueur de centre. Mais essaie de me trouver un joueur de centre qui est cohérent pour le Canadien à l'heure actuelle. Quand je parle de cohérence, là, c'est pas combler un besoin pour 1 an ou 2. Là. C'est pas Mikael Granlund, c'est pas Pius Suter. Pour moi, c'est pas cohérent dans ce que tu essaies de bâtir à long terme du côté des Canadiens. Moi, je pense qu'on est prêt à maintenir le statu quo si c'est pour aller vers un Granlund. Là. Je pense que c'est ça le calcul du côté des Canadiens. Et du côté des Canadiens aussi, on se dit, écoute, s'il n'y a pas un joueur de centre sur le marché qui a du sens pour nous, on va améliorer l'attaque d'une autre façon. Ça peut être avec un ailier qui stimule le jeu aussi en possession de rondelles. Là. Un ailier peut avoir tout autant d'influence sur un trio s'il a un certain calibre de jeu.
On est d'accord, sauf que ça ne règle pas le problème du centre. C'est-à-dire que le centre qu'on a en ce moment, qui est prévu pour jouer avec Demidov, le problème, c'est pas juste qu'il est peut-être pas de la qualité qu'il faut, c'est qu'il est tout le temps blessé. C'est Kirby Dach. Mm-hmm. Donc, ça ne règle pas le problème du centre. Ça prend quelqu'un qui a des nerfs un peu plus solides que Kirby Dach. Kirby Dach est venu à Brossard. C'est Arpin Bazou qui a rapporté ça. Et les indices étaient tout ouverts au sujet de sa condition physique. Donc, alors, je comprends. Je comprends votre cynisme, là, je comprends ça, mais il y a des signes encourageants en cas de Kirby Dach. On va lui donner une autre chance, je crois. Après, bon, ne sait-on jamais, hein? Peut-être qu'il y a un échange qui peut être concrétisé, mais là, en ce moment, la fumée est surtout autour d'un joueur autonome. En fait, non, pas un joueur autonome, un joueur sous contrat avec les Blues de Saint-Louis, qui est Jordan Kyrou. Jordan Kyrou est lié aux Canadiens en ce moment. Marco D'Amico, un de mes collègues que je respecte beaucoup, a rapporté cette information selon laquelle le CH est intéressé. J'ai entendu la même chose ce matin de mon côté, mais j'ai pas été en mesure de confirmer avec une deuxième source, mais il y a certainement une mouvance, il y a certainement un murmure là en coulisses. Pierre Lebrun rapportait la même chose, Elliot Friedman aussi. Donc, il y a de la fumée autour de Jordan Kyrou, qui lie Jordan Kyrou au Canadien de Montréal. Jordan Kyrou, qui est un ailier talentueux, qui peut marquer à peu près 35 buts, 70 points par saison de façon constante, qui améliorerait certainement l'attaque des Canadiens. Jordan Kyrou a une clause de non-échange complète qui entre en vigueur à minuit ce soir. Alors là, ça met la pression sur les Blues parce que les Blues ont beaucoup d'options à l'interne à l'aile pour le remplacer, dont Zachary Bolduc. Donc, on se dit, bon, c'est le moment ou jamais si on juge qu'on fait une meilleure allocation des ressources en l'échangeant, par exemple, contre du renfort en défense ou du renfort au centre. Alors, il y a peut-être une occasion à saisir du côté des Canadiens, mais ce serait un échange vraiment différent de celui de Noah Dobson. Noah Dobson, on n'a pas bougé de salaire, on a donné des choix, on a donné Emil Heinemann, mais on n'a pas vraiment bougé de l'argent. Mais là, avec la mathématique, là, ça se complique parce que si tu veux amener Kyrou et son imposant salaire dans le giron, même si tu peux dépasser le plafond de 10% pendant l'été, là, il faut bouger du salaire. Et là, il y a de bonnes raisons de penser qu'on va pouvoir bouger le contrat de Carey Price après son dernier boni qui va être versé le 1er septembre. Mais d'ici au 1er septembre, tu dois quand même te conformer aux règles du plafond salarial, là. Ben oui, tout à fait. Puis, mais il n'y a pas un joueur là, qui jouait avec les Canadiens aujourd'hui sur la glace, un joueur des Blackhawks, Delano. Veleno, lui, est-ce que tu penses qu'il pourrait peut-être signer avec le Canadien? Est-ce que c'est la stratégie? Ça, ce serait pour la profondeur, là, essentiellement. C'est pas un joueur de deuxième trio, ça? Pas du tout. Pas du tout. Ce serait un centre de quatrième trio pour les Canadiens. Là, au niveau de la défense... À ce compte-là, je pense qu'on donnerait une prolongation de contrat à Christian Dvorak, peut-être. Là. On a un commentaire, Fred? Oui, Charles qui demande, j'espère que c'est une bonne question, est-ce qu'il y a moyen de signer Armia? Il aime bien Armia. Oui, il y a moyen de signer Armia. Après, quelles sont les demandes de Joel Armia? Est-ce que Joel Armia veut revenir à Montréal dans des paramètres qui sont raisonnables? Il y a de la place pour Joel Armia. C'est un joueur qui a une utilité, il est bon en infériorité numérique, il y a de la place pour lui. Mais après, qu'est-ce qu'on veut faire? On essaie de bouger. Si on veut bouger de l'argent en ce moment pour un plus gros poisson, ça devient plus compliqué. Ouais. Là, il est en train de... Je sais pas ce que toi, tu penses de ça, mais moi, le hockey, ça m'a toujours fait triper depuis que je suis jeune. Puis ce que j'aimais avec le hockey, c'était le plafond salarial. C'était le fait que ça rendait le tout un peu compliqué. Puis je regardais, mettons, j'avais des amis qui tripaient sur le baseball, puis je leur disais, mais il n'y a rien de trippant dans le baseball. Tu as des milliards, tu dépenses des centaines de millions pour des joueurs, alors que dans la Ligue nationale, un grand marché doit répondre aux mêmes exigences qu'un tout petit marché. Puis il y a un plancher salarial, d'ailleurs, que les Sharks ne respectent pas. Là, je regarde un joueur qui a signé un contrat parce que le plafond va augmenter de façon très intense dans la Ligue nationale. Alexander Romanov, ça, c'est un défenseur qui jouait à Montréal il y a quelques années. On s'en est débarrassé. Il a signé un contrat de 8 ans, 50 millions de dollars. On dirait qu'on est dans une réalité parallèle. Ce n'est plus le hockey que j'ai connu. Moi, ça m'a pas choqué parce que je pense que ça prend un peu de temps aux gens à s'adapter à la nouvelle réalité du plafond salarial et on pense dans un autre paradigme en ce moment, on pense aux anciens prix maintenant qu'on évalue les contrats. Mais on entre dans une nouvelle économie. Alexander Romanov, c'est un défenseur top 4 des Islanders qui frappe comme un train, qui bouge bien, qui patine bien, qui a une bonne première passe. Et ça a un prix. Ça. Alexander Romanov peut manger de 22 à 23 minutes par match. Il s'est très bien développé à Long Island depuis son arrivée chez les Islanders. Il a une très bonne valeur, Alexander Romanov. Et en deuxième moitié de saison avec les Islanders, il a pris d'importantes responsabilités. Et on peut s'attendre à ce que, même si Dobson est droitier et Romanov est gaucher, on peut s'attendre
s'attendre à ce que Romanov joue encore plus là, avec les Islanders maintenant que Dobson est parti. Ouais, mais Nicolas, il y a quelques semaines, il y a du monde qui disait que Sam Bennett allait toucher 10 millions par année. Moi, je le regardais, je leur disais, mais le gars, il a fait 50 points une fois dans sa carrière. C'est un très, très bon joueur en série, mais ça ne mérite pas 10 millions. Donc, mon point, c'est qu'on est rendu à discuter de valeur de cette façon-là. Moi, je n'appelle pas ça juste m'adapter au nouveau hockey. C'est comme on est en train de devenir le baseball. Où des équipes vont pouvoir donner des salaires de 25 millions de dollars à un joueur. C'est l'inflation, Rémi. Ça coûte plus cher à l'épicerie pour les joueurs de hockey aussi. Là. Bon. Hey, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. À bientôt, Nicolas.